Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle présentation, un nouveau chapitre intitulé le processus budgétaire. Qu'est-ce qu'on entend par processus budgétaire? C'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe la loi de finances. L'ensemble des étapes par lesquelles passe la loi de finances. Alors, ces étapes sont au nombre de trois. Elles sont au nombre de trois. Une phase d'élaboration, puis une phase d'exécution, et enfin une phase de contrôle. Trois grandes phases. Avant de détailler ces trois grandes phases, j'aimerais faire deux remarques. La première remarque, c'est l'ordre de ces trois phases. Certes, nous sommes devant trois phases successives, l'élaboration, l'exécution et le contrôle. Mais concernant le contrôle, ce n'est pas la phase finale. C'est-à-dire, on ne fait pas l'élaboration, puis on fait l'exécution, et c'est enfin le contrôle. Non, le contrôle, c'est une phase au fur et à mesure, une phase concomitante. On fait l'élaboration, l'exécution et on contrôle en même temps. Et bien évidemment, il y a un contrôle final. Donc, il ne faut pas croire qu'on reste les bras croisés et qu'on va contrôler vers la fin. Le contrôle, c'est une opération qui accompagne le processus budgétaire. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concerne le contenu de chaque phase. Ce qu'on va faire au niveau de chaque phase, c'est deux petites sections, deux grands points. Alors, on vous demande de retenir d'un côté les autorités qui font l'élaboration, qui font l'exécution, qui font le contrôle, et puis les techniques de l'élaboration, les techniques de l'exécution, les techniques de contrôle. C'est-à-dire, au niveau de chaque phase, nous allons voir deux points. Un, les autorités. Deux, les procédures. Un, les autorités. Deux, les procédures. Donc, pour chaque phase, il y aura deux paragraphes, les autorités de cette phase et les procédures de cette phase. Commençons par la phase d'élaboration. Alors, la phase d'élaboration nous rappelle la définition de la loi de finances. Rappelez-vous, dans le chapitre relatif au type de loi de finances, on avait dit que celle-ci, la loi de finances, c'est un acte de prévision et d'autorisation. Un acte de prévision et un acte d'autorisation. Donc, dans l'élaboration, il y a une autorité qui fait la prévision, c'est le gouvernement, qui prépare le projet de loi de finances, qui calcule les projets de recettes et de dépenses, les prévisions de recettes et de dépenses pour l'année à venir, et le Parlement, une deuxième autorité qui intervient pour l'approbation, pour autoriser, pour accepter, pour approuver le projet de loi de finances. Donc, nous avons deux autorités et deux opérations. Une autorité gouvernementale pour préparer les prévisions, pour préparer un projet, et l'autorité parlementaire, l'institution parlementaire, pour accepter, pour approuver, pour voter ce même projet. Donc là, ce qui est écrit devant vous, donc l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, prépare le document budgétaire. Et qu'est-ce qu'on a dans ce document budgétaire? Nous avons la prévision des ressources et des charges. Et nous avons le législatif qui autorise, qui accepte, qui vote le projet et qui lui donne, à travers ce vote, il lui donne une consécration, une valeur juridique. Le projet de loi de finances devient une loi de finances grâce au vote du Parlement. Alors, commençons par la préparation du budget, c'est-à-dire l'établissement des prévisions des recettes et des dépenses. Alors, comme vous pouvez le constater, la loi de finances, le projet de loi de finances doit être préparé par le gouvernement. Seul le gouvernement est compétent pour préparer le projet de loi de finances. Le Parlement n'a plus cette compétence. Le dernier Parlement au monde à avoir préparé un projet de loi de finances, c'est le Parlement américain, le Congrès américain, et c'était en 1922. Depuis, aucun Parlement au monde n'a la compétence en matière de préparation du budget. Donc le projet du budget est obligatoirement un projet de loi et jamais une proposition de loi. Et j'ouvre une parenthèse pour faire la différence entre un projet de loi et une proposition de loi. Un projet de loi, c'est un projet établi par le gouvernement. Lorsque c'est le gouvernement qui prend l'initiative et propose une loi, on appelle cette proposition projet de loi. Mais lorsque ce sont les parlementaires, les députés qui font cette proposition, qui prennent l'initiative, on parle de proposition de loi. Donc projet de loi, c'est fait par le gouvernement, proposition de loi, c'est fait par le Parlement et les parlementaires. Alors, dans la matière budgétaire,
le projet de budget n'est jamais une proposition. Il est toujours un projet de loi. C'est-à-dire, seul le gouvernement a le droit, a le pouvoir de le préparer et le Parlement n'a plus cette compétence. Bien sûr, lorsqu'on dit c'est le gouvernement qui le prépare, là, il faut mettre en évidence le rôle du ministre des Finances. Ben, c'est lui qui prépare le projet. Mais le ministre des Finances est un ministre parmi les autres. Donc, il prépare ce projet en collaboration avec les autres ministres, mais sous l'autorité, sous le contrôle et selon les directives du chef du gouvernement. Alors, lorsqu'on s'arrête sur le rôle du ministre des Finances, comme on vient de le dire, le rôle du ministre des Finances, ou bien le ministre des Finances ne fait pas un travail individuel, ne travaille pas en solo. Le ministre des Finances prépare le projet, mais il le prépare en collaboration, en harmonie avec les autres ministres. Il doit contacter les autres ministres. Et bien évidemment, il le prépare sous l'autorité et le contrôle du chef du gouvernement. Mais le ministre des Finances, c'est lui qui est le mieux placé pour préparer le projet de loi. C'est normal parce que c'est lui le chef des services financiers. C'est lui le chef de la direction des impôts, c'est lui le chef des douanes, c'est lui le chef du trésor. Donc il a entre ses mains toutes les informations financières nécessaires et donc c'est lui qui a la possibilité de préparer le projet de loi de finances. Et n'oublions pas qu'il est le ministre des Finances et de l'économie. Donc il a une vision sur la gestion économique du pays et donc il peut faire la relation entre les recettes et les dépenses d'un côté et l'économie du pays d'un autre côté. Alors pour préparer le projet de loi de finances, le ministre des Finances va suivre une certaine procédure, c'est une sorte de calendrier que le ministre des Finances et le gouvernement en général respectent pour préparer le projet de loi de finances. Essayons de voir, avec un peu de détail, d'une manière très, très simple, ce calendrier. Alors, premièrement, il y a un conseil des ministres, c'est-à-dire un conseil présidé par le roi. Et dans ce conseil des ministres, on arrête les orientations globales du projet de la loi de finances. Supposons qu'on est en train de préparer le projet de loi de finances de l'année 2021. Eh bien, ce conseil des ministres se réunit vers le mois de mars ou bien le mois de février de 2020. Donc, on part de l'année N-1. On prépare le projet de loi de finances de l'année N. Donc, nous sommes dans l'année N-1. Alors, dans N-1, il y a un conseil des ministres présidé par le roi. Et dans ce conseil des ministres, on arrête les grands axes, pas le projet lui-même, mais juste les grands axes, les grandes idées, les grandes orientations concernant le projet, le futur projet de loi de finances. Sur la base de ces orientations, le ministre des Finances, avant le 15 mars, il adresse une circulaire aux autres ministres et dans cette circulaire, il leur demande de formuler leurs propositions. Chaque ministre reçoit la circulaire dans laquelle on lui demande quelles sont tes propositions de recettes et tes propositions de dépenses l'année prochaine. Et il va répondre à cette circulaire. Donc, il va envoyer ses propositions de recettes et ses propositions de dépenses au ministre des Finances. Avant le 15 mai, on va examiner les propositions formulées par les différents départements ministériels et cet examen se fait dans le cadre de plusieurs commissions. Et ces commissions sont des commissions interministérielles. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministère des Finances lui-même qui va évaluer, mais le ministère des Finances en collaboration avec les autres ministères. Donc ce sont des commissions interministérielles. Avant le 15 juillet, le ministre des Finances présente devant le conseil de gouvernement un exposé, un simple exposé, ce n'est pas le projet lui-même, mais un exposé sur l'état d'avancement de la préparation du projet de loi de finances, où est-ce qu'on est tout simplement, voilà. Et avant le 31 juillet, le ministre des Finances lui-même, il se déplace au Parlement pour discuter avec les commissions, pas avec le Parlement dans sa totalité, mais avec les commissions. On va parler tout à l'heure des commissions, avec des commissions des finances de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Vous savez que le Parlement marocain est composé de deux chambres, de deux conseils, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Donc le ministre des Finances va un peu discuter, délibérer, échanger avec ces deux commissions sur les propositions qui sont faites dans le projet de loi de finances.
Et suite à ces discussions, à ces échanges, on va apporter des modifications. Donc le ministre des Finances, toujours en collaboration avec les autres départements ministériels, il va apporter quelques modifications à son projet de loi de finances. Et enfin, il va élaborer un projet initial. Remarquez, ce n'est pas le projet final, c'est un projet initial, sur la base des propositions qui lui ont été faites par les ministères et sur la base du débat avec le Parlement. Alors, il va proposer un projet initial, un draft, un brouillon, si vous voulez dire pas plus. Et ce projet initial sera présenté devant le Conseil du gouvernement, qui va donc là aussi va apporter quelques modifications. Et par la suite, le projet initial sera envoyé devant le Conseil des ministres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil des ministres est présidé par le roi. Alors, la réunion devant le roi, au Conseil des ministres, va permettre au roi aussi d'adresser des directives, de donner des conseils, des ordres et de changer certaines choses. Lorsque le projet de loi de finances passe par toutes ces étapes, il n'est plus un projet initial, il devient un projet final. Et ce projet final doit être déposé devant le Parlement avant le 20 octobre. D'accord? Le 20 octobre de l'année M-1, on va déposer le projet. Donc, 20 octobre 2020, on va déposer le projet de loi de finances de l'année 2021 et c'est un projet final. Final, bien évidemment, on va le discuter au niveau du Parlement et on va aussi le modifier. Alors, ce qu'on peut conclure, c'est que la préparation de la loi de finances, du projet de loi de finances, c'est une opération collective. Même si on dit le ministre des Finances a préparé, mais en réalité, ce n'est pas ça. Le ministre des Finances ne travaille pas d'une manière individuelle, il ne travaille pas en solo. Le ministre des Finances travaille en collaboration avec les autres départements ministériels, il travaille en collaboration avec les commissions des finances du Parlement et il travaille sous l'autorité et sous la direction du chef du gouvernement. Et dans ce cadre, il arrive à élaborer, à réaliser un projet initial de la loi de finances qui sera arrêté en Conseil du gouvernement, par la suite en Conseil des ministres et enfin, il sera envoyé au Parlement pour vote. Maintenant, on a vu les autorités qui préparent la loi de finances. Et on a vu que oui, c'est le ministre des Finances, mais en collaboration avec les autres. Donc c'est un travail collectif. Oui. Maintenant, quelles sont les techniques? Comment on prépare le projet de loi de finances? Ce qu'on appelle les procédures. Alors là, on va retenir d'abord un principe. Au moment de la préparation, on prépare les dépenses d'abord, les charges d'abord, les recettes ensuite. On commence par les dépenses et puis les recettes. Alors maintenant, on va prendre les dépenses. Lorsqu'on parle de dépenses, il y a deux types de dépenses. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Les dépenses de fonctionnement, ils ont la priorité sur les dépenses d'investissement. C'est-à-dire, les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses obligatoires. Par exemple, les salaires. On ne peut pas dire que les salaires sont facultatifs. Non, il faut payer les salaires. Donc, c'est une dépense obligatoire. Mais les dépenses d'investissement, l'investissement n'est pas obligatoire. On peut l'annuler, on peut le reporter. Ça dépend des capacités de financement du gouvernement. Donc, à l'intérieur des dépenses, il faut distinguer les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Au sein des dépenses de fonctionnement, nous avons d'abord le personnel, c'est-à-dire les salaires. Les salaires du personnel déjà recruté et les salaires du personnel qu'on va recruter, qu'on propose de recruter. Deux, nous avons les dépenses de ce qu'on appelle les dépenses courantes. Les dépenses courantes. C'est quoi les dépenses courantes? Ce sont les dépenses qui permettent le fonctionnement continu du travail de l'administration publique. Alors, l'administration, pour son travail, elle a besoin de carburant, de voitures de service, elle a besoin d'ordinateurs, d'électricité, d'internet, etc. Alors là, ce sont des dépenses courantes, des dépenses obligatoires pour que l'administration puisse fonctionner. Alors, ce sont des dépenses obligatoires. Ça, ce sont les dépenses de fonctionnement. Alors, comment on fait pour les calculer? Pour les dépenses du personnel, c'est simple, parce que nous avons un état, l'État, le ministère des Finances, dispose d'un état, d'une situation informatisée de l'ensemble du personnel de l'État.
Donc, en un clic, nous avons le total des dépenses salaires. C'est ce qu'on appelle la masse salariale. La masse salariale. Et pour les dépenses courantes, là aussi, c'est chaque département qui formule ses besoins en dépenses courantes, mais il faut quand même garder un certain équilibre. Alors là, il y a un débat, un échange avec le ministère des Finances pour garder l'équilibre budgétaire. Si par exemple un département ministériel a besoin de voitures de service, ben, il ne peut pas demander 500 000 voitures de service. Non, il faut voir comment on peut répondre aux besoins de ce département ministériel, mais garder quand même l'équilibre budgétaire. Donc là, c'est un échange, c'est un débat, c'est une négociation entre le ministère des Finances et les autres départements ministériels. Et puis, nous avons le remboursement de la dette. Là, c'est obligatoire. Il faut chaque année rembourser la dette en principal et en intérêt. Et on boucle la partie fonctionnement. On passe à la partie investissement. Alors, bien évidemment, la partie investissement, c'est le reste. C'est le reste. Si on a 300 milliards de dirhams comme recette, alors certainement 220, 230, c'est pour les dépenses de fonctionnement, et 70 milliards de dirhams, 80 milliards de dirhams, c'est pour l'investissement. Et comme je dis, les dépenses d'investissement ne sont pas obligatoires. On peut les mettre dans la loi de finances, mais on peut les annuler la même année, comme on peut les reporter sur une autre année. Alors, comment on va les calculer? Je vous renvoie dans ce cadre à ce qu'on a vu concernant les autorisations de programme et les crédits de paiement. Donc, chaque investissement, lorsque cet investissement s'échelonne sur plusieurs années, alors là, on va adopter une autorisation de programme et on va diviser les dépenses nécessaires, les crédits nécessaires à cet investissement sur plusieurs années, ce qu'on appelle les crédits d'investissement. Et chaque année, on va mettre ces crédits d'investissement, les crédits de paiement dans la loi de finances qui correspond. Alors maintenant, les recettes. Comme j'ai dit tout à l'heure, la priorité au niveau de l'évaluation, du calcul, de la prévision, c'est aux dépenses. Une fois on a calculé, on a fait la prévision des dépenses, on passe à la prévision des recettes. La prévision des recettes, elle est peut-être plus complexe que la prévision des dépenses. Et pour calculer les recettes de l'année prochaine, nous avons deux méthodes. La première méthode, la méthode d'évaluation automatique, qui est une méthode dépassée, et que moi je qualifie de méthode paresseuse. C'est une méthode paresseuse. Et une deuxième méthode qui est utilisée, c'est la méthode d'évaluation souple. C'est une méthode dynamique. Donc vous avez devant vous deux méthodes. La première est dépassée, on va voir pourquoi dépassée. La deuxième, c'est celle qui est utilisée. Commençons par la méthode d'évaluation automatique, que j'ai qualifiée de méthode paresseuse. Elle est paresseuse parce que c'est une méthode de copier-coller. Qu'est-ce que ça veut dire copier-coller? La méthode d'évaluation automatique, on l'appelle aussi la méthode de la règle de la pénultième année. La pénultième année. Et la pénultième année, c'est la dernière année budgétaire connue. La dernière année budgétaire connue. C'est-à-dire la dernière année dont on connaît les résultats budgétaires. La dernière année dont on connaît les résultats comptables réels et fictifs. D'accord. Maintenant, nous sommes en 2020. D'accord? C'est un exemple. Nous sommes en 2020 et nous sommes en train de préparer la loi de finances 2021. Selon cette méthode, on doit se baser sur la dernière année dont le résultat budgétaire, dont la comptabilité est connue. Donc nous sommes en 2020 et 2019 n'est pas encore connu. On ne l'a pas encore connu sur le plan comptable. Ces résultats ne sont pas encore arrêtés, ne sont pas encore définitifs. La dernière année connue, c'est 2018. C'est 2018. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les résultats de l'année 2018, copier, coller, et je vais les mettre en 2020. Donc, les chiffres de 2020 seraient tout simplement les chiffres de 2018. Autrement dit, la règle de la pénultième année, c'est la technique de N-2. N-2. N, c'est l'année pour laquelle on est en train de préparer, moins 2. Donc, on est en 2020, moins 2, c'est on est en 2018. C'est la technique de copier-coller. Alors, cette technique est dépassée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une technique qui ne fait aucun effort. C'est juste un copier-coller. Et pour faire copier-coller, nous supposons qu'il y ait une stabilité économique et financière parfaite, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Or, ceci est impossible. On ne peut pas imaginer une stabilité économique parfaite
Aucun changement, absolument aucun changement, ni sur le plan national, ni sur le plan international. Donc pour faire copier-coller, il faut cette stabilité. Or, ce n'est pas le cas. D'autant plus que c'est une méthode qui est basée sur le passé, qui est confinée dans le passé, alors que nous sommes en train de faire une obtenance pour l'avenir. C'est pour cela, cette méthode qui est basée sur le copier-coller, souvent nous réserve de mauvaises surprises. De mauvaises surprises. À titre d'exemple, supposons qu'en 2018, il y avait de la pluie, et donc c'était une très bonne année au niveau des recettes. Donc je vais prendre les résultats de 2018 et je vais le mettre sur 2020. On vient de voir qu'en 2020, il n'y a pas vraiment de pluie. Nous n'avons pas la même situation de pluvialité. Et automatiquement, on n'aura pas les mêmes récoltes. Donc il n'y a pas de stabilité, il y a un changement. Et parfois un changement brutal entre une année et une autre. Donc cette technique a été dépassée. On l'a remplacée par la technique d'évaluation souple. L'évaluation souple parce que c'est une technique dynamique qui prend en considération plusieurs facteurs, plusieurs critères. Cette technique commence par la pénultième année. Mais il va changer, il va arrondir, il va adapter les chiffres de la pénultième année selon le contexte du présent. Donc je prends comme base de départ les chiffres de la pénultième année, mais je vais changer ce chiffre en tenant compte du contexte actuel. À titre d'exemple, supposons que nous voulons calculer la recette TVA pour l'année 2021. La recette TVA pour l'année 2021. Alors qu'est-ce que je fais? Je reviens à la dernière année connue. La dernière année connue, donc c'est l'année 2018. Je vais dire qu'en 2018, par exemple, si c'est un simple exemple comme ça, les recettes de la TVA au Maroc, c'était 50 milliards de dirhams. Ça, c'est en 2018. Moi, je suis en train de calculer pour 2021. Alors, je prends le chiffre de 2018, mais je dois le changer. Le changer, ça veut dire soit il va baisser, soit il va augmenter. Ça dépend. D'accord. Ça dépend de quoi? Si je prends le cas de la TVA, c'est un impôt de consommation. Donc, lorsque on consomme plus, on paye plus. On consomme moins, on paye moins. Donc, pour savoir est-ce que la TVA, les recettes TVA vont augmenter ou vont baisser, il faut voir la consommation des citoyens. Est-ce qu'elle va augmenter ou baisser? Et là, on va faire une étude. Est-ce que les Marocains, ils ont tendance à consommer davantage? Donc, automatiquement, la TVA, la recette TVA va augmenter. Ou bien, au contraire, les Marocains, ils ont tendance à consommer moins et donc à faire de l'épargne, à cacher un peu d'argent. Et dans ce cas, la recette TVA va baisser. Nous allons faire une étude. Prenons un autre exemple. Supposons que nous voulons calculer la recette des contraventions au code de la route. Lorsqu'une personne fait une contravention, par exemple ne respecte pas le feu rouge, on l'arrête et doit payer une amende. Cette amende, c'est une recette pour l'État. Alors, est-ce que ces recettes vont augmenter en 2021 ou bien ils vont baisser? On ne sait pas. Pour voir est-ce qu'ils vont baisser ou augmenter, on doit traiter et on doit étudier le comportement des automobilistes et des gens qui utilisent la route. Est-ce qu'ils ont tendance à respecter le code de la route? Et dans ce cas, la recette des contraventions va baisser. Ou bien non, les gens vont continuer à bafouer la loi, à ne pas respecter le feu rouge, à ne pas s'arrêter devant le stop. Et dans ce cas, bien évidemment, la recette des contraventions va continuer à augmenter. Donc je prends le chiffre de 2018, qui est le dernier chiffre connu, le dernier résultat réel connu, et j'essaie de le changer à la hausse ou bien à la baisse, en tenant compte des facteurs du contexte actuel. Alors ça, c'est la méthode dynamique qui est utilisée. Et comme vous le voyez, c'est une technique qui demande beaucoup d'efforts. Bien, la dernière chose, c'est que une fois le projet est préparé, etc., il ne faut pas oublier que le chef du gouvernement joue un rôle fondamental qui est l'arbitrage et qui va donner des directives. Et aussi, le Conseil des ministres, le roi, donne aussi des directives et des orientations. Et là, ce sont deux intervenants de taille dans la préparation du projet de loi de finances. Donc, nous allons nous arrêter sur ce point. La prochaine fois, on va voir le vote du budget devant le Parlement. Merci de votre attention.